Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Environ 40% des habitants de la planète n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent, selon l'ONU. Elle estime toutefois que des progrès sont constatés dans le domaine de l'enseignement multilingue. Aussi, une prise de conscience croissante de son importance, en particulier pour les enfants d'âge préscolaire, est observée, déclare l'Organisation des Nations Unies. Mais qu'en est-il de la promotion des langues maternelles et de leur enseignement dans les écoles au Mali? À la faveur de la Journée internationale des langues maternelles célébrée le 21 février de chaque année, le Grand Dialogue fait l'état des lieux de l'enseignement des langues locales au Mali avec nos invités, Dr Morike Dambélé, enseignant pédagogue, Dr Alou Agouzoum, directeur de recherche et également spécialiste des sciences du langage, et Dr Mamadou Dia, didacticien. Plutôt, ce débat sera modéré par Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Je voudrais poser cette question à Monsieur Agouzoum. Quelles sont aujourd'hui les langues locales enseignées au Mali? Alors, je ne sais pas si je dois dire bonjour. Voilà, donc bonjour et merci pour cette invitation. Donc pour aller rapidement à votre question, aujourd'hui les langues enseignées dans notre système, c'est les 11 langues. 11 langues, sinon 11 langues, oui. Moi, il est Hassania, et puis les Hassonké, non pas les Hassonké, les Mandenkan. Voilà, donc ce sont les deux qui ne sont pas enseignés. Donc toutes les 11 autres langues sont enseignées, à savoir les Bamana, les Fulfulde, les Tamashek, les Songoï, le Bozo, le Dorosso, voilà. Alors pourquoi ces deux langues ne sont pas... En fait, ces deux langues n'ont pas, il n'y a pas eu d'alphabet pour ces deux langues. Tôt, pour le Mandinka, il y a eu un alphabet, mais tard. Donc du coup, ça n'a pas été pris en charge par ces systèmes. Maintenant, les Hassanias, jusqu'à maintenant, l'alphabet n'a pas été adopté pour les Hassanias. Donc c'est pourquoi ce n'est pas enseigné. Depuis quelle année ces langues ont été introduites dans l'enseignement? En fait, il y a eu toute une... il y a eu des générations de façon progressive, parce que d'abord ça a commencé les années 66, juste après les indépendances, ça a commencé par des alphabétisations. Par l'alphabétisation. Après il y a eu les années 80 où il y a eu des écoles expérimentales en Bamana. Après les écoles expérimentales en Bamanakan, le Fulfulde, le Songoï et les Tamashek ont été introduits. Donc c'était progressif jusqu'en 1994 où on a pensé à la généralisation de ces langues-là. Mais les deux autres dont j'ai parlé tout de suite ne font pas partie de cette généralisation. D'accord. Docteur Mamadou Dia, vous qui êtes didacticien, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire à quel niveau ces langues sont, à quel niveau de l'enseignement ces langues sont enseignées? À quel niveau de l'école, je veux dire? Voilà, merci bien. Et je dirais comme l'autre bonjour. Et après ça, donc, je voudrais faire des précisions. C'est qu'au Mali, il y a 13 langues qui bénéficient du statut de langue nationale. Et sur ces 13 langues, effectivement, 11 sont enseignées. Et le niveau d'enseignement, de tout le temps, depuis la première expérimentation, depuis la phase expérimentale jusqu'aux environs des années 94, comme il l'a dit, l'enseignement c'était au niveau du premier cycle fondamental. Et après le premier cycle fondamental, il y a une rupture. Ce n'est pas enseigné au second cycle, ce n'est pas enseigné au lycée, mais arrivé à l'université, on retrouvait ces langues-là comme des objets d'enseignement. C'est-à-dire que ce n'est pas des médiums d'enseignement, mais des objets. C'est-à-dire qu'on les prend comme on enseigne la grammaire, on essaie de les enseigner comme des objets. Donc, après une rupture. Mais, depuis quelque temps, on a essayé de les introduire au lycée. Donc, tout compte fait, il y a encore une rupture. C'est-à-dire qu'après le premier cycle fondamental, en 6e année, on fait tous les second cycles, on ne parle pas de langue nationale, brusquement, on les retrouve au lycée,
Et à l'université, ce n'est pas toutes les facultés, mais c'est spécifiquement à la faculté des lettres, des langues et des sciences du langage, on retrouve ces langues là-bas. Donc il y a une rupture dans la progression d'enseignement de ces langues à l'école. Voilà, merci bien. Mais quelle difficulté cette rupture a causé dans la mise en œuvre de cette initiative? Moi, je pense bien que la rupture, c'est la preuve d'abord que ces langues ne sont pas valorisées. Sinon, comment comprendre qu'après 6 ans, on arrête? Bon, l'enfant qui apprend d'ailleurs, qui apprend ça, dès qu'on arrête, il n'accorde plus d'importance à la chose. Bon, s'il faut qu'il revienne encore sur ça en terminale, après cette rupture pédagogique, se replonger encore là-dedans, c'est comme s'il reprenait, Donc il n'y a pas de progression, dans l'apprentissage de la langue. Peut-être qu'à partir du lycée, quand ils reviennent, on va encore reprendre ce qui a été enseigné au premier cycle. C'est comme si on faisait une initiation et une réinitialisation. C'est ce qui fait que ça ne va pas. D'accord. Moriké Dambélé, qu'est-ce qui a motivé l'introduction de ces langues nationales dans le système éducatif? Merci beaucoup. Merci aussi à vos auditeurs. Merci à mes co-débatteurs. Je pense que l'idée qui sous-tend l'enseignement en langue nationale, c'est des idées qui sont donc d'ordre pédagogique et d'ordre didactique. Lorsque l'enfant à 6 ans arrive à l'école, il comprend sa langue. Et de ce fait, si on l'enseigne dans sa langue, je ne dis pas maternelle, mais dans sa langue première. Si on l'enseigne dans sa langue première, il communique mieux avec l'enseignant. Il comprend mieux ce que l'enseignant lui dit. Et en ce moment, la difficulté d'apprentissage se résume à l'écriture de cette langue, mais pas au niveau de la compréhension. Donc, l'enseignement en langue nationale réduit un peu les difficultés liées à l'apprentissage de ce point de vue. Du point de vue pédagogique de l'animation que l'enseignant pourrait faire avec les enfants, en utilisant une langue nationale, c'est totalement différent lorsque l'enseignant parle français et que les enfants ne comprennent pas français. Mais vous, en tant qu'enseignant, est-ce que vous faites ce constat? Oui, c'est juste. Depuis l'introduction de ces langues-là? Depuis l'introduction, depuis avant, théoriquement, on sait qu'il y a des avantages pédagogiques et didactiques associés à l'enseignement des langues premières des enfants. Bon, pour diverses raisons, évidemment, on n'arrive pas à faire l'aiguillage nécessaire pour pouvoir tirer le maximum de profit de cet enseignement. Peut-être le débat va nous permettre de développer les obstacles qui se dressent un peu pour que les enfants bénéficient, pour que le système puisse effectivement tirer le meilleur parti de l'enseignement en langue première. Alors l'introduction de ces langues dans l'enseignement a été, en tout cas, je peux dire, favorisée ou bien renforcée par ce qu'on appelle la pédagogie convergente. Ce système, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, monsieur Agouzoum, ce que c'est? À quoi ça consiste? Alors, la pédagogie convergente, c'est comme le nom l'indique, c'est la convergence des méthodes. En fait, il s'agissait de trouver une méthode qui permet d'enseigner de manière concomitante le français et les langues nationales. Donc, cette méthode-là qu'on appelait la pédagogie convergente. Et donc, son problème a été qu'elle ne prenait en compte que l'aspect méthode, mais elle n'a pas pris la convergence linguistique. C'est ça une des failles de la pédagogie convergente qu'on appelle la PECI. Voilà. Donc c'est mais résumant, c'est une convergence des méthodes et non une convergence linguistique. Alors quelles étaient les classes concernées par cette pédagogie convergente? Alors ça a été dit par mon collègue professeur Diati de suite. C'est de la première année en 6e année. Voilà. Et c'était toutes ces langues nationales-là?
En fait, c'est par aire. C'est par aire linguistique. Quand vous prenez par exemple la zone de Menaka, c'est une aire linguistique tamashek. Donc là-bas, nous avions les Français et les tamashek. Quand vous prenez Gao, la zone de Gao, c'est une aire linguistique songoï. Donc c'est les songoï et les Français. Ainsi de suite. Donc c'est par aire linguistique. Excusez-moi, je voudrais ajouter quelque chose. Oui. C'est que c'est le temps de la répartition du temps entre le français et la langue nationale dans le contexte de la pédagogie convergence. C'est-à-dire que, théoriquement, en première année, tout le cours se fait en Bamanankan, 100% Bamanankan. Maintenant, à partir de la deuxième année, on introduit le français à l'oral. Selon l'ère linguistique. Voilà, selon l'ère linguistique. Oui. On introduit selon l'ère linguistique, 100% en langue nationale. Maintenant, à partir Par exemple, si nous sommes dans une région du Nord, par exemple, à Kidal, à Menaka, c'est le tamashek, par exemple. Voilà, donc le cours se fait en première année 100% en tamashek. Maintenant, à partir de la deuxième année, on introduit le français, mais uniquement à l'oral. Et il n'occupe que 25%, c'est bien ça. C'est bien 25% ça, du temps d'enseignement. Et les 75% en langue nationale. Maintenant, à partir de la troisième année, le français oral plus accompagné par le français écrit. Et le temps, ça va faire 50%. 50%. Ou bien on inverse. C'est ça. Voilà. Non, on inverse. Langue nationale, 75%. Oui. Non, excusez-moi, français, 75%, langue nationale, 25%. Oui. Et après ça, normalement, ça doit être 50%, 50%, 4e année, 5e année, 6e année. En 6e année, l'enseignant est autorisé à faire son cours, toutes les disciplines, à enseigner toutes les disciplines dans la langue qu'il veut. Mais il y avait un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que à l'examen, les enfants sont évalués en français et en langue nationale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les enseignants étaient obligés de mettre plus de poids sur le français pour que les enfants puissent avoir un peu de notes à l'examen. Et ça aussi, ça a été un véritable problème. Parce que ils sont un peu en retard par rapport à la langue nationale enseignée. Voilà, parce que la transition, quitter la langue nationale pour le français, a posé un véritable problème. Donc c'est un véritable problème. Alors beaucoup estiment que c'est d'où est partie la baisse de niveau de l'étudiant malien, puisque en première année, passer toute l'année scolaire à n'apprendre que dans la langue nationale, que ça fait que certains ont accusé beaucoup de retard. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Bon, je pense que personnellement, je ne partage pas cet avis-là. Ce n'est pas, la baisse de niveau n'est pas liée à ça. Personnellement, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui sont là-dedans. Mais nous avons fait suffisamment de tests. Personnellement, moi, quand je faisais ma thèse, j'ai organisé un test avec des étudiants qui étaient en première année de lettres. Ceux qui ont fait la langue nationale, la pédagogie convergente, j'ai pu retrouver 29 étudiants. Ensuite, j'ai pu retrouver 29 étudiants qui ont fait leur formation en français. Je leur ai donné une dictée. Et au résultat, ceux qui ont fait la pédagogie convergente étaient en tête. Et presque la plupart des études ont montré que ceux qui ont fait la pédagogie convergente présentaient un bon résultat. Donc la baisse du niveau, ça peut s'expliquer par beaucoup d'autres facteurs, mais on ne peut pas imputer la baisse du niveau à l'utilisation des langues nationales. Alors, Dr Mouriké Dambélé, êtes-vous d'accord que la pédagogie convergente peut favoriser ou bien faciliter l'apprentissage? Oui, effectivement, je connais bien les conclusions de beaucoup d'études comme Dr Diab venait de le rappeler. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les enfants qui passent par la méthode bilingue ont un niveau plus ou moins élevé que ceux qui ne l'ont pas passé par ces schémas. Mais il faut faire beaucoup attention parce qu'il y a un ensemble de choses qu'il faut observer. La première des choses, c'est que si le Mali accuse encore des retards par rapport à l'enseignement bilingue et que partout, vraiment, on ne voit pas de grands progrès, c'est parce qu'à mon avis, on a fait une mauvaise expérimentation au départ. Au départ, c'est quoi? C'est qu'on a mis 2 écoles
Sino 4 à Ségou, on a mis ces écoles-là dans les meilleures conditions. Et on les a comparées à l'ensemble des autres qui ne sont pas dans les mêmes conditions. Donc on a biaisé l'expérimentation. L'expérimentation supposait de mettre les expériences ou les groupes expérimentaux dans les mêmes conditions pour voir l'effet de telle ou telle pratique pédagogique. Alors, lorsque vous mettez, c'est la même question que je voudrais poser à Dia, c'est la même chose. C'est-à-dire que comment a-t-il choisi les gens qui ont fait le français et qui n'ont pas fait la PC? Le choix-là est extrêmement important pour pouvoir faire la comparaison. Parce que si ce choix-là n'est pas fait de façon statistique, on a l'impression qu'on va donner évidemment que non, ils ont plus de niveau que ceci. Donc les comparaisons sont biaisées très souvent en faveur de la langue nationale, ce qui fait qu'on a l'impression que ça marche, mais dans les faits, ça ne bouge pas beaucoup. Les responsables même sont très réticents, j'allais dire résistants, à envoyer leurs enfants au système bilingue. Et voyez-vous que la situation est telle que si ça continue comme ça, je crois que ça va reculer au lieu que ça avance. À Gouzoum, où en sommes-nous aujourd'hui avec cette pédagogie convergente? Ça continue ou bien on l'a abandonné? Et si ça continue, quel bilan peut-on tirer de ça, de cette expérience aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, on ne parle pas de pédagogie convergente, on parle de curriculum bilingue. Mais je vais revenir un peu sur ce qui a été dit pour dire qu'effectivement, dire que l'enseignement ou pédagogie convergente n'a pas à échouer, franchement, je pense que le problème, c'est quoi? C'est qu'au Mali, comme c'est des langues nationales, tout le monde se dit spécialiste. Et quand il s'agit de l'école, tout le monde se dit spécialiste. Et tout le monde y met son sel. Et tout le monde se dit, ah, voilà, moi j'ai rencontré tel enfant, et des cas isolés. Mais en parlant de la méthode, les résultats sont clairs. Et ces résultats-là, ce n'est pas seulement au Mali, ça a été fait ailleurs. Les résultats sont très clairs. Les gens qui passent par cette méthode d'enseignement ont des avancées par rapport aux autres, que ce soit en mathématiques ou dans les autres langues. Et quand on les rencontre même à l'université, ceux qui vous disent qu'ils passent par cette méthode-là, vous comprenez en classe qu'ils saisissent mieux ce que vous dites que les autres. Donc le problème, ce n'est pas la méthode. Mais le problème de la méthode, en fait, ce n'est pas la pédagogie convergente qui utilise les langues. Ce n'est pas les langues. Mais c'est la méthode dans le sens que je vous ai dit tout à l'heure que la pédagogie convergente, c'est centré surtout sur les méthodes et non sur l'articulation langue. C'est ça le défaut. C'est-à-dire, il vous a parlé tout de suite, le professeur Dia vous a parlé tout de suite, l'articulation, comment quitter la langue nationale pour les Français. C'est là-bas que ça pêche. Moi, j'ai fait une étude sur Menaka. La PC, par définition, c'est une méthode active. Les méthodes actives, on n'a pas besoin, ne supportent pas plus de 30 élèves dans une salle. Alors que dans notre système, nous avions dans les 90. Donc déjà, c'est biaisé. C'est ça qui biaise en réalité, ce n'est pas l'expérimentation en tant que telle. L'expérimentation, ce qui a biaisé, l'expérimentation est très bien. Donc on n'a pas les moyens d'assurer. Moi je pense que c'est un problème de moyens, parce que tout de suite quand je vous ai dit, j'ai été à Menaka, j'ai regardé des classes, j'ai vu que tout ce qui était dans les classes bilingues là n'était pas des locuteurs. C'était pas des locuteurs, c'est des oreilles qui sont affectées des GAO. Pour Menaka, ils ne parlent pas la langue. Donc comment vous voulez qu'ils fassent un résultat? Ils ne font le cours en langue nationale que quand ils savent que l'inspecteur ou le conseiller doit les rendre visite. C'est là qu'ils se débrouillent. Il parle de l'enseignant. Je parle de l'enseignant. Donc du coup, je parle de l'enseignant. Donc du coup, c'est les moyens qu'on a qui ne sont pas des moyens adaptés. Sinon, la méthode, elle est bonne, surtout qu'elle a été corrigée avec l'aspect de curriculum bilingue, où on a introduit effectivement une sorte d'articulation, comme à passer de la langue maternelle au français. D'accord, docteur Dia, il vient de le dire, manque de moyens, que ce soit en termes de ressources humaines, mais également en termes matériels. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi avons-nous décidé d'opter pour un tel système alors que nous savons bien que nous n'avons pas les moyens? Bon, est-ce que nous ne savions pas que nous n'avons pas les moyens? C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a vu que d'abord, utiliser les langues nationales... Ça a été mal préparé? Je ne pense pas. C'est-à-dire que l'utilisation des langues nationales, ce n'est pas seulement l'aspect pédagogique.
mais c'est aussi l'aspect culturel, c'est aussi l'aspect économique et c'est aussi l'aspect politique. Donc il y a d'autres facteurs qui sont là. Culturellement, ce serait bien quand même, qu'est-ce qu'on dit? On dit toute langue véhicule sa culture, une culture. Donc quand on enseigne au français, on véhicule la culture française. Mais au détriment de quelle culture? Au détriment des cultures nationales. Et on s'est dit qu'en introduisant les langues nationales dans le système éducatif, c'est aussi contribuer à développer la culture ou les cultures nationales. D'accord. Bon, donc, il y a d'autres facteurs. Oui. Mais les facteurs économiques sont aujourd'hui effectivement l'un des premiers facteurs qui ont bloqué ce système-là. D'abord, il faut former des enseignants. Son débat, c'était ça. Il faut former les enseignants. Il faut fournir aux enseignants le matériel didactique convenable qu'il faut. Ensuite, l'effectif par classe, selon la pédagogie convergente, c'est de 25 à 35. On ne doit pas dépasser ça. Et si on doit faire ça au Mali, il faut voir combien de classes il faut créer, combien d'enseignants il faut recruter. Donc il y a beaucoup de facteurs qui sont là et qui ont contribué au blocage. Mais dire que est-ce qu'au départ c'est mal préparé, je ne pense pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas mis ce qu'il faut mettre là-dedans. D'accord. Est-ce qu'on parvient à l'améliorer aujourd'hui, puisqu'il parle maintenant de curriculum bilingue, on ne parle plus de pédagogie convergente? Est-ce qu'avec ce curriculum bilingue, on est parvenu à l'améliorer, Dr Dia? Oui, l'amélioration au niveau pédagogique, au niveau didactique, oui, c'est vrai, il y a eu de l'amélioration. Et c'est pourquoi il a dit la transition langue nationale française est réellement prise en compte. Mais toujours, les facteurs bloquants sont là. Et les aspects économiques, les aspects politiques. Ça, il faut beaucoup l'avouer. Il faut l'avouer. Il faut que l'on ait le courage politique de le dire. La généralisation a été bloquée depuis 1994. On a dit que de bons résultats... La généralisation, c'était quoi? C'est-à-dire faire en sorte que les langues nationales soient utilisées comme langue d'enseignement à tous les niveaux au Mali. Les résultats ont prouvé qu'on pouvait aller à ça. Qu'est-ce qui a bloqué cela? Manque de volonté politique? Vous parlez de courage politique. Voilà, il y a beaucoup de facteurs, mais je dis aussi c'est surtout le manque de volonté politique. Il suffit, par exemple, que au plan politique, qu'on dise bon maintenant les résultats ont prouvé qu'on peut aller. Donc allez-y, on décide et on va partir. Et en allant, ça veut dire que tous les autres facteurs vont être réunis. La formation des enseignants, le recrutement des enseignants, la dotation des écoles en matériel didactique, tout ça, ça va venir si la volonté politique s'imposait. Voilà. Alors, docteur Morigui Dame, est-ce qu'on peut dire que les autorités ne sont pas conscientes de l'importance de l'introduction de ces langues-là dans l'enseignement? Sinon, comment elles peuvent manquer de volonté politique? Merci bien. Je crois qu'il y a une attention à observer sur les résultats des études concernant l'enseignement bilingue. Une attention à observer. L'attention, c'est quoi? C'est que très souvent, on voit quelques personnes qui réussissent et qui arrivent jusqu'à l'université, qui sont titulaires de doctorat, qui ont fait l'enseignement bilingue. Mais si à partir de 2 ou 3 cas, on dit que c'est très bon, je crois qu'on fait une erreur. Parce que combien sont allés et combien ils sont arrivés? C'est ça la question centrale. Donc, or, dans notre pays, le plus souvent, c'est de prendre quelques personnes pour dire que c'est bien, ça marche bien. Alors que non, ça ne marche pas. Vous venez de le constater vous-même, il n'y a pas de matériel didactique, les enseignants ne sont pas formés. Et comment on va faire de bons résultats? Les enseignants ne sont pas formés à la pédagogie bilingue. Les matériels ne suivent pas. Mais avec quoi on peut faire du bon résultat scolaire? Et donc, je vais dire simplement que les autorités, oui, sont hésitantes. Les autorités sont hésitantes par rapport à la poursuite de cette innovation pédagogique. Parce qu'en réalité, les résultats ne sont pas aussi marqués que ça. Et donc, ce que je voudrais,
comme le Dial disait tantôt, il faut peut-être ramener dans le cas du Mali à 4 langues essentiellement par aire linguistique et essayer de faire plusieurs années sur ça parce qu'on n'improvise pas les choses. Si on brise les étapes, on paye cash. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis mais les années 60. Oui, mais ça n'a jamais été très bien structuré. C'est que depuis 1978, je crois qu'on a commencé à expérimenter. 78, on a 19. Donc on a commencé à expérimenter. Mais il y a eu tellement de ruptures, de reprises, de ruptures, et que nous sommes arrivés à un moment où finalement le bilan est très mitigé. Donc il nous faut relancer la dynamique bilingue avec justement un nouveau départ. C'est de mon point de vue. Un nouveau départ axé sur 4 langues essentielles et partagées en termes d'aire linguistique. Cela pourrait aider à mieux cibler évidemment les besoins des enfants en fonction de ces langues et à les documenter, à former un ensemble d'enseignants sur ces questions-là. Voyez-vous, quand les enseignants sortent des IFM, ils n'ont pas été formés à l'enseignement des langues nationales. Ce n'est pas quelques semaines de formation qu'on peut les outiller au mieux pour pouvoir faire face aux obligations d'enseignement. Ils disent qu'ils sont enseignants bilingues, mais ils ne font qu'enseigner en français. Et donc, ça fait perdre tout l'avantage qui est associé à l'enseignement bilingue. Quelles peuvent être les conséquences comme vous le disiez tantôt, de cette hésitation, le fait qu'il y a rupture, un moment, et puis on revient, on arrête? C'est l'échec. Oui. C'est l'échec d'un plus grand nombre. Et que, naturellement, les quelques succès ne peuvent pas mettre à l'ombre. On a l'impression que les quelques succès suffisent pour dire qu'on va continuer, mais il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas à écrire quand on dicte le cours à l'université. Beaucoup d'étudiants qui ont fait ce système-là n'arrivent pas à suivre la dictée lorsqu'on est à l'université. Et donc, je ne sais pas le nombre, mais il faut une étude plus approfondie pour en déterminer bien les tenants, n'est-ce pas? Mais il y a quelques-uns qui réussissent, d'accord? Quel que soit le système, il y en a qui réussissent. D'accord. Monsieur Agouzoum, vous partagez cet avis de... Non, je ne suis pas... Il sait bien que je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que pour moi, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse une différence entre la méthode en tant que telle. La méthode, elle est bonne. C'est ce qu'on avait dit. Les études dont on a parlé tout de suite, ce n'est pas quelques études, quelques cas des individus. Non, c'est des études dans lesquelles l'État a mis de l'argent, qui ont démontré, ça j'allais dire, comme en science on ne le dit pas comme ça, mais j'allais dire que c'est dossier clos. C'est-à-dire l'apport de cette méthode de l'enseignement des langues, c'est un dossier clos, on le sait, c'est maintenant connu. C'est pourquoi on a décidé d'aller à généraliser ce système-là. Maintenant, ce qu'il évoque là, c'est des difficultés, mais qu'il ne faut pas lier au fait que c'est la méthode qui est mauvaise. La méthode, elle est bonne, mais il faut mettre les moyens. Il a parlé de volonté politique. C'est-à-dire qu'il faut une vision. La vision, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire de nos langues? Qu'est-ce qu'on veut faire dans nos langues? S'il n'y a pas un examen, pourquoi les gens vont apprendre? C'est ça. Il n'y a pas un examen à la fin. Il n'y a pas un diplôme. Il n'y a pas un certificat. S'il y a un diplôme, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça me permet de travailler? Ça, ce sont les choses qui peuvent stimuler et puis qui peuvent encourager tout le monde à y aller et ça va donner des résultats. Mais il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est pourquoi il a parlé de volonté politique. Quand on dit volonté politique, on introduit nos langues, on donne un examen clair, on donne un certificat, on donne un diplôme qui correspond à la vie active. Je sors, j'ai fait ma chèque, je peux faire quelque chose avec ce diplôme-là. Mais il n'y a rien de tout ça. Donc c'est pourquoi il n'y a pas de volonté politique. C'est comme si on est en train de faire l'enseigner les langues, c'est juste pour se gargariser et dire que oui, j'apprends dans ma langue, dans ma chèque. C'est pas ça, on doit aller au-delà. Donc moi, j'ai fait la différence entre la méthode, qui est très bonne, je suis tout à fait d'accord, on a travaillé assez sur ça, et maintenant, les moyens qu'il faut y mettre pour y arriver. Pour moi, il y a les deux. C'est au niveau des moyens là que cette type, il y a des préjugés, il y a beaucoup de gens, comme j'ai dit, spécialistes. Ah, qu'est-ce que vous allez faire avec ces langues-là? Ça va vous fermer. Vous allez communiquer avec qui? Tous ces préjugés qui sont souvent portés même par les intellectuels.
les problèmes d'écriture, ce n'est pas seulement les gens qui ont fait la pédagogie, disons, qui ont eu un enseignement dans les langues nationales. Même les gens qui ont fait les écoles dites classiques ont des difficultés. Les écoles privées ne font pas les langues nationales. Et on peut aller voir, ils ne savent pas écrire et lire correctement aussi. On ne connaît pas les nombres, mais je sais qu'il y a des difficultés à ce niveau. Donc ce n'est pas une difficulté liée au fait d'utiliser la langue. Au contraire, le fait d'utiliser la langue t'amène à maîtriser bien les Français. Ça, c'est des choses prouvées. D'accord. Docteur Mourguet veut réagir apparemment. Merci beaucoup. J'admire de tels débats. C'est vrai qu'il s'agit de faire comprendre le maximum de personnes sur les questions assez techniques. Mais je vais dire simplement que sur le principe de l'enseignement bilingue, on est d'accord, ça a des avantages. Mais il faut dissocier deux choses. La première chose, j'utilise la langue première pour apprendre la langue seconde, sans enjeu politique, sans enjeu culturel. Pas parce que je veux valoriser ma culture, mais parce que je veux faire ça sur le plan strictement pédagogique et didactique. Je m'appuie sur la langue première de l'enfant afin que celle-ci, une fois maîtrisée, puisse aider à maîtriser la langue seconde, qui sera davantage la langue de scolarisation. Je crois que nous sommes dans cette posture. Et c'est ça qu'il faut rompre. On va laisser c'est ce qu'on appelle le bilinguisme soustractif. On va laisser le docteur Dambélé terminer. Je crois que nous sommes dans cette logique. Et cette logique, c'est ce qui fait qu'il connaît un peu de difficulté. Parce que si, par exemple, l'enfant commence en langue nationale et qu'il passe au français et qu'il ne maîtrise pas le français, qui était l'objectif visé, on peut dire qu'il y a difficulté. Et je ne conteste pas les études effectuées à l'extérieur. Mais je dis les conditions dans lesquelles nous sommes au Mali, les conditions de l'expérimentation et de la mise en œuvre du curriculum bilingue sont des conditions qui ne favorisent pas la réussite. D'accord. Docteur Dia, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que ça puisse marcher, pour qu'on puisse atteindre les résultats escomptés? Agouzoum parlait tout de suite de manque de vision des autorités. Vous qui êtes des experts, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour que ça puisse réussir? Alors, je vais utiliser... Ou bien c'est réussi déjà? Bon, je pense que je vais commencer par la phrase fétiche de mon professeur, le professeur Moussa Daf, qui disait toujours que le pourquoi de l'enseignement bilingue n'est plus une question d'actualité, mais le comment. C'est-à-dire, nous sommes tous convaincus que utiliser la langue nationale est une nécessité. C'est l'une des conditions sine qua non pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Ça, nous sommes d'accord. Maintenant, comment le faire? C'est ça le problème. Et c'est ça qui oppose pédagogues, didacticiens, politiciens, tout le monde, c'est ce qui nous oppose. Il faudrait aujourd'hui revoir la façon d'enseigner ces langues nationales-là. Il faudrait essayer de valoriser ces langues nationales. Il l'a dit, c'est très important. Si moi je sais qu'en enseignant, en apprenant les langues nationales, après la classe, ça ne me sert à rien, je ne vais pas continuer. Même si la méthode est bonne, je ne vais pas avoir le courage de continuer. Mais si je sais qu'avec mon attestation de langue nationale, je peux me présenter au concours d'entrée à la fonction publique, mais pourquoi ne pas continuer? Pourquoi ne pas le faire? Si je sais que après ma formation, j'écris une lettre en langue nationale ou bien je fais une demande en langue nationale adressée à une autorité qui va me répondre dans la même langue, eh pourquoi ne pas continuer? Ouais. Donc, il faut non seulement revoir la façon, ensuite valoriser ces langues-là, mettre les moyens qu'il faut pour que les langues puissent être, cet enseignement-là puisse être financé. Il ne faut pas que l'enseignement, le financement là soit basé sur un financement extérieur. Parce que ce n'est pas la France qui va soutenir la langue nationale contre le français. Ce n'est pas l'Angleterre qui va soutenir les langues nationales contre l'anglais. Aucune puissance ne le ferait. Et au contraire, si elles doivent financer, c'est financer pour développer le sous-développement. Ouais. Donc, en réalité, nous devons financer l'enseignement des langues nationales par le budget national
on ne doit pas s'appuyer sur quelqu'un. Parce que... Bon, est-ce que nos langues-là ne sont pas toujours dans l'ombre des langues des ex-puissances colonisatrices comme le français et l'anglais? Parce que quand le Mali essaie de développer des stratégies aujourd'hui pour mettre en valeur ces langues, pour que ça puisse servir, pour que quelqu'un qui a étudié dans ces langues puisse avoir débouché sur le marché du travail, qu'est-ce que ça va servir au Mali sur le plan sous-régional ou international? Des langues qui ne sont pas beaucoup parlées sur le plan international. Bon, je pense bien que... Est-ce que ça ne dépasse pas le seul cadre du Mali? Est-ce que ça ne doit pas être des efforts, un effort en tout cas, une synergie d'action au niveau de la sous-région? Bon, je pense que le problème de langue nationale, ce n'est pas seulement un problème d'une seule nation. Et la preuve, c'est qu'il y a des langues qui sont quand même parlées dans plusieurs pays de la sous-région. Vous prenez le Bamanankan aujourd'hui, vous allez retrouver le Bamanankan un peu partout. Vous prenez le Fulfulde, vous allez le retrouver un peu partout, jusqu'au Cameroun, en Éthiopie. Donc c'est pour dire tout simplement qu'il y a de ces langues qui peuvent être développées pour être véhiculaires au niveau africain même. Donc ça veut dire quoi? Que si le combat est mené dans un pays, on ne doit pas se limiter à ça, mais on doit faire en sorte que les langues soient développées au niveau de toute la sous-région, que tous les pays s'engagent, que l'Afrique s'engage. Et un moment, je pense bien qu'au niveau de l'UA, l'Organisation de l'Unité africaine, on avait parlé de quelques langues comme langue de travail, n'est-ce pas? Oui, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des politiques comme ça qu'il faut. Mais moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que tôt ou tard, ça va voir le jour. D'accord. Docteur Mouriké Dambélé, comme proposition de solution pour la revalorisation de ces langues-là? Pour revaloriser les langues à l'école, je crois qu'il faut que les populations et les intellectuels, on se détache de l'attachement sentimental. L'attachement sentimental aux langues, et j'allais dire même l'attachement politique. Si c'est pour valoriser les langues dans leur ensemble, c'est qu'au bureau, on parle le Bamanankan, le Songhai, le Peul. Ça, c'est une autre dimension. Mais si c'est la dimension scolaire, la dimension strictement scolaire, je pense que le coup est jouable. Mais il faudrait quand même qu'on dissocie l'utilisation des langues nationales à l'école dans le cadre de la facilitation de l'apprentissage du français, passer de la langue 1 à la langue 2 dans la perspective de mieux maîtriser la langue 2. Si c'est ça, nous sommes tous d'accord qu'il faut faire un effort vers cela pour améliorer les apprentissages. Maintenant, si c'est enseigner le Bamanankan ou les langues nationales dans tout le circuit scolaire, afin que ce soit des langues qui portent le savoir, là aussi c'est une autre dimension. Elle demande beaucoup de financement, beaucoup d'investissement, plus que la première option qui consiste à utiliser simplement les langues premières pour aider à mieux comprendre, à mieux cerner la langue seconde. Voilà. Alors, Agouzoum, solution pour revaloriser. D'accord, rapidement, solution, mais je commence par ce dernier point qui est, en fait, ce dont il parle, ça c'est la pédagogie convergente qui a pris ça en charge, c'est-à-dire utiliser les langues maternelles comme une béquille pour aller au français. L'enseignement, le curriculum bilingue est venu effectivement pour mettre fin à cela. On n'accepte pas que nos langues soient seulement une béquille. Nous, on veut que nos langues soient vraiment des langues porteuses de savoir. C'est ça, il s'agit de cela. Et pour cela, la solution, la première solution qu'il faut d'abord, il faut une vraie volonté politique. C'est tout, c'est une volonté politique. Il a parlé tout de suite de choisir 4 langues. Ça peut être problématique, hein, parce que, imaginez-vous, moi, je suis là à Bamako, mais je suis quand même Touareg avant d'être à Bamako. Donc j'ai besoin que mes enfants soient scolarisés dans ma langue. Voilà, pour qu'ils ne puissent pas être désorientés quand ils sont à Menaka ou à Kidal ou autre. Maintenant, en parlant des langues transfrontalières, par exemple, les Tamashek, Burkina, Niger, Mali, et une grande zone.
Donc on pouvait faire en sorte que dans ces zones-là, qu'il y ait des développements dans ce sens. Donc pour moi, c'est une affaire de volonté politique. Tant qu'il n'y a pas une volonté politique, on va tourner à rond. Et la pédagogie convergente, le fait d'utiliser uniquement la langue nationale pour apprendre le français, ça c'est dépassé. Ça, c'est dépassé. Maintenant, il faut aller vers l'usage total de la langue maternelle pour avoir le savoir. Alors, quand vous parlez de volonté politique, est-ce que la proposition que font certains aujourd'hui dans le cadre de la rédaction de la nouvelle constitution d'introduire une langue nationale comme langue officielle, est-ce que vous pensez que ça peut être une volonté politique? Mais ça, c'est une volonté politique de dictature. Il ne s'agit pas de choisir une langue. On a 13 langues qui ont été élevées déjà aux langues nationales. Et on a une politique nationale, une politique linguistique. Il faut aller fouiller dans cette politique linguistique. Il y a déjà la solution dedans. Mais les gens laissent la politique linguistique. Ils vont aller débattre ailleurs. Comme je vous l'ai dit, tout le monde se veut spécialiste. En résumé, cette politique linguistique... Cette politique linguistique propose à ce que les 13 langues-là soient dans un processus d'officialisation. Les 13 langues, et non une. C'est ce que la politique linguistique nous dit. D'accord. Docteur Mourguet Dambélé, on termine par vous. Sinon, oui, je voudrais simplement dire à mon frère que si son enfant doit apprendre à Bamako une langue première, c'est le Bamanankan. Ce n'est pas le tamashek. Parce que c'est extrêmement important si chacun venait à Bamako pour dire qu'il faut apprendre le songoï, le tamashek, le peul, ce serait un multilinguisme terrible. Au niveau de l'école, on a difficulté à gérer ça. Donc il faudrait que nous comprenions que c'est ça l'attachement sentimental à la langue. Je suis tamashek, je veux que mon enfant apprenne le tamashek. Et donc, où qu'il se trouve au Mali, dans n'importe quelle situation, il faut qu'il apprenne le tamashek. C'est aussi une forme de dictature linguistique. D'accord. Je crois qu'il y a une carte linguistique. Il y a une carte linguistique, ça aussi c'est fait. Il y a une carte linguistique où les aires linguistiques sont connues. Ça aussi c'est connu, mais aujourd'hui on veut faire semblant comme si ça n'existe pas. D'accord. Il y a une carte linguistique. D'accord, je pense que nous aurons une autre occasion. Une seule phrase, toute phrase, c'est quoi? Il faut que l'on sache qu'aucun pays au monde ne peut se développer avec une langue d'autrui. C'est clair. D'accord, cela est bien compris et c'est ce qui va mettre un terme à ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de nos langues locales. Nous faisions l'état des lieux de l'enseignement de ces langues au Mali. Nos invités étaient Dr Mouriké Dambélé, il est enseignant pédagogue, Monsieur Alou Agbouzoum, qui est également directeur de recherche et spécialiste des sciences du langage, et Dr Mamadou Dia, didacticien. Ce débat a été mis en onde par Phili Dambélé. À la régie vidéo, il y avait Mamadi Keita, Sekou Gadjigo vous l'a présenté. À demain pour un autre numéro.